Coca Podcast, épisode 2. Le son que vous entendez est tiré de vidéos enregistrées il y a plus de 20 ans. J'avais 6 ans et visiblement j'étais hyper heureuse que ce soit mon anniversaire. Non pas pour ouvrir mes cadeaux ni pour souffler mes bougies, mais très probablement pour manger le gâteau qu'avait fait ma maman. Alors, très bien. Allez, tu souffles. Joyeux Je regarde ces précieuses images et même si je ne me souviens plus avoir vécu ce moment, je crois que j'arrive malgré tout à me reconnaître. J'ai un palmier sur la tête, une robe pas vraiment assortie à mon pull et toujours ce même sourire qui fait ressortir des fossettes, ces 2 petits trous au milieu de mes joues. Je me regarde donc galopant à toute vitesse dans une maison où visiblement j'ai habité mais je n'en ai aucun souvenir et me dis qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire à cette petite fille. Le temps est passé et me voici aujourd'hui à me questionner sur le fait de grandir. Déjà, contrairement à ce que je pensais petite fille, je sais aujourd'hui que grandir n'est pas quelque chose de réservé qu'aux enfants et que ce n'est pas parce que je suis adulte que je sais. J'aime découvrir de nouvelles choses en permanence, apprendre des gens qui m'entourent et que je croise, et ma curiosité continue souvent de m'amener là où je suis un peu perdue. Et tout ça continue, je crois, de me faire grandir chaque jour un peu plus. De cette petite fille à celle que je suis aujourd'hui, des années se sont écoulées. Le 9 octobre prochain, je vais avoir 29 ans. 29 ans. J'ai envie de dire, comme ça passe vite, mais si je fais ça, je me mettrai vraiment du côté des plus vieux. Il se peut que ce soit parce que je me rapproche de la trentaine à grands pas que ce sujet sur la parentalité m'intéresse. Non pas parce que je ressens l'envie d'avoir un enfant, car ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais plutôt parce que je me rends compte que la parentalité n'est peut-être pas qu'une histoire de parents, mais de société, d'individus. Lorsqu'on a un enfant, nous lui donnons une éducation en tant que parents. Mais cet enfant ira peut-être chez la nounou, à l'école, il voyagera, regardera des films, se fera des amis qui auront certainement eu une éducation différente, et il sera, malgré lui, confronté à des problèmes. Et quand je dis problème, je veux dire, selon mon point de vue toujours, qu'il sera confronté au réchauffement climatique, au capitalisme, à l'inégalité du vivant qui se creuse de jour en jour, et toute autre violence que vous connaissez aussi bien que moi. Je dois avouer que c'est un de mes grands questionnements. Quel monde offrons-nous à nos enfants aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si un jour je vivrai cette expérience d'être mère, mais quand bien même, c'est aujourd'hui que je me sens concernée. Je m'interroge donc sur ma place dans l'éducation de ces enfants, non pas en tant que maman, mais qu'individu. En faisant partie de la société, je me dis que j'ai forcément mon rôle à jouer. Pourquoi donc ne pas y réfléchir avant d'avoir un enfant ? Ou même sans en vouloir d'ailleurs. Juste se questionner sur le sujet me paraît intéressant. J'ai eu petite beaucoup de mal à accepter l'autorité si elle n'était pas justifiée, sans que l'on m'explique pourquoi. Que lorsqu'enfant on te répond « parce que c'est comme ça et pas autrement », sans aucune explication, forcément, pour moi en tout cas, c'était difficile à accepter. Alors qu'avec une vraie explication, il m'est tout à fait possible d'accepter que l'autorité peut avoir du sens dans certains cas, et donc ne me dérange pas. Il m'est aussi plus facile aujourd'hui de demander des explications face à une situation d'autorité si je ne la comprends pas bien. Et il me semble que c'est simplement parce que je suis une adulte. Peut-être ressentez-vous tout ça différemment, mais j'ai l'impression que notre parole en tant qu'enfant n'est pas si légitime que ça, ou qu'elle vaut moins qu'un adulte en tout cas. Alors que, pourquoi demander ou vouloir recevoir de vraies explications serait déplacé ? Et pourquoi nos réflexions ou émotions d'enfant seraient alors moins écoutées que celles d'un adulte ? Je pose la question en n'ayant aucune réponse. Mais du coup, j'ai eu envie, pour la première fois, de discuter de parentalité avec des parents cool qui se posent ce genre de questions et sont conscients de l'avenir que nous laissons à nos enfants sur Terre. Je leur ai demandé de me raconter leur fonctionnement à la maison, comment ils communiquent, affrontent les difficultés, et quelles clés donnent-ils à leurs enfants pour qu'ils deviennent à leur tour des adultes. Avec toujours, bien sûr, leurs peurs, leurs doutes, tout ça. Vous allez entendre Pauline. C'est une maman et un stit très investie, qui s'intéresse beaucoup à tous ces sujets-là.
Elle se questionne sur l'accompagnement de l'enfant, son bien-être, pour y trouver plus de justesse pour tout le monde. Vous allez entendre aussi Mathieu. C'est une personne qui a une vie assez incroyable et pleine d'aventures. Il y a beaucoup de questions que j'aurais aimé lui poser pour d'autres sujets de podcast, mais quand on lui demande quelle est l'aventure la plus folle qu'il ait vécue, il répond « avoir eu 2 enfants ». Il a accepté de répondre à mes questions juste avant d'embarquer en mission sur Ocean Viking, direction la Méditerranée. Non seulement j'ai appris beaucoup de choses dans leur réponse à mes questions, mais tous deux ont également parlé de sujets sur lesquels je ne m'étais pas vraiment questionnée avant, comme l'importance de la maternité ou le genre, qui me semblent à ce jour être des sujets à aborder de toute évidence. Alors forcément, j'étais toute oui en les écoutant. Je vous souhaite donc une bonne écoute avec Pauline et Mathieu. Alors, donc je suis Pauline, je viens juste d'avoir 30 ans, professeure des écoles. Donc c'est quand même important parce que les contacts avec les enfants ont déjà commencé dès là, quoi. Ouais. Passionnée de nature, de création. Alors création, j'ai mis plein de choses, broderie, couture, jardinage. Et si je pouvais, je ferais plein d'autres choses. Mais bon, voilà. Mon chéri s'appelle François et je suis maman de Amy qui a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et bientôt maman d'un deuxième petit bébé. Donc je m'appelle Mathieu, j'ai 38 ans. Actuellement, je travaille en tant que polyvalent dans le secteur maritime, on va dire, à la fois en biologie marine et aussi dans les sciences opérationnelles en mer, comme marin, plongeur professionnel, sur les ports, comme docker. Voilà, donc je suis plutôt un polyvalent du secteur maritime. J'ai 2 enfants. Louana qui a bientôt 14 ans au mois de juillet et Noah qui vient d'avoir 12 ans à la mi-mars là. Donc ils n'ont pas beaucoup d'écart. Donc on arrive dans la période de l'adolescence, préadolescence, adolescence. Il y a des changements, donc c'est intéressant à voir. On s'entend très bien, donc on peut pas mal en discuter. Avant d'être père, est-ce que je voulais avoir des enfants ? Oui. Je souhaitais vraiment, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je souhaitais avoir des enfants jeunes. Ce que je voulais, c'était pouvoir partager l'adolescence de mes enfants en tant qu'adulte, mais pas avec encore des capacités physiques. Donc être autour de la quarantaine, en fait, quand mes enfants auraient 14-15 ans, pour pouvoir être encore vaillants et pouvoir marcher avec eux, faire du vélo et partager des moments de vie intenses aussi dans les voyages ou dans les... Donc c'était ça. Et t'y es du coup. Et du coup, oui, ouais, du coup j'ai 38 ans et ma fille arrive sur ses 14, donc c'est bon, j'y suis, ouais. Mais c'était pas volontaire. En fait, Louana, elle a été conçue donc avec Solène, d'ailleurs chez mes parents. D'accord. Dans le lit de ma sœur, pour l'anecdote. Et en fait, on a eu un rapport non protégé. Et on s'est dit que vu que tout le monde essayait, c'était peu probable qu'on arrive à avoir on ait un enfant du premier coup, la première fois comme ça. Et que, enfin, il y avait le risque, il était infime d'avoir un enfant et de tomber enceinte pour Solène. Et à cette époque-là, j'avais 23 ans, je crois, puisque j'ai été père à 24 ans. Donc j'ai pris le risque assez jeune. Et en fait, à ce moment-là, Solène, elle était sur la région rennaise à travailler, puisqu'elle avait fini ses études. Et moi, je vivais dans un fourgon à Brest. Et un jour, elle est revenue le week-end et elle m'a dit... Elle n'a pas eu ses règles, du coup, elle a fait un test de grossesse dans le camion. Et elle m'a dit, je suis enceinte. Et donc, ça a commencé comme ça. Moi, j'ai toujours... je me suis jamais posé la question de ne pas en avoir. J'ai toujours voulu en avoir, surtout que je voulais être instite déjà dès la 3e, donc les enfants... il y avait quelque chose, quoi. Je sais pas pourquoi, mais voilà.
J'avais écouté un podcast là, il n'y a pas longtemps là-dessus sur l'envie de l'enfant et je trouvais intéressant parce que les femmes sont préparées, enfin même les petites filles sont préparées à avoir des enfants dès toutes petites, rien qu'avec les clichés fille-garçon, la fille qui s'occupe du bébé. Et en fait, la société prépare à avoir un enfant là où les hommes en fait vont pas se poser la question. Et quand ça arrive, et ils vont pas se poser autant de questions qu'une femme en fait. Enfin, c'était intéressant. Ouais, ça reprend du coup tout le cliché fille-garçon qu'on transmet, que la société et même nous, sans faire exprès, on transmet à nos enfants que les garçons sont speed et les filles sont douces. Et ça fait partie de l'après où quand t'es adulte, la femme est prête à avoir des enfants parce qu'elle a été habituée à ça et l'homme va pas se poser la question. Je pense que c'est quelque chose d'assez généralisé quoi. On découvre la maternité dès qu'on rentre dedans. Enfin, il y a tellement de choses. Rien que l'accouchement, surtout en France, l'accouchement est médicalisé. Là où en fait, on peut très bien le faire sans qu'il soit médicalisé. Toute femme accouche depuis la nuit des temps, quoi. J'ai commencé à lire pas mal de choses sur l'accouchement et à m'intéresser à l'accouchement, à accoucher le plus, on dit, le terme c'est le plus physiologiquement. Donc sans péridurale, même si c'est une grande avancée pour les femmes de ne pas accoucher dans la douleur. C'est vrai qu'en fait, on le fait d'office dans les hôpitaux. Enfin, en fait, quand tu es enceinte, tu dis que tu vas accoucher à l'hôpital, quoi. Tu te poses pas d'autres questions. Et donc, déjà pour Amy, je me suis intéressée pas mal à ça. Et j'étais intéressée par l'accouchement dans l'eau. Mais bon, t'as pas beaucoup de structures qui te proposent ça, en fait. Donc je m'étais renseignée, déjà pour voir s'il y avait des choses en coin. Et il n'y en avait pas à côté. Donc on était parti sur un accouchement le plus naturel possible. En créant un projet de naissance, en fait. Donc en fait, on a écrit toute une page où on a noté toutes nos envies en fait, sans être il faut faire ça, parce qu'on fait confiance quand même au personnel médical parce que bon, il est professionnel, mais le fait de partager nos envies, du coup, ils savent où est-ce qu'on veut aller quoi. Donc accoucher sans péridurale, pas d'injection d'hormones, parce qu'en fait t'as plein de choses qui se font. Et si tu t'es pas renseigné avant, tu peux te laisser aller. Et surtout le jour de l'accouchement, c'est quelque chose d'assez éprouvant, donc tu vas te laisser porter, quoi. Donc le mieux, c'est d'être renseigné avant pour savoir ce que tu veux ou pas. Okay. Du coup, là, avec le deuxième, j'ai envie d'autre chose quand même. La maternité, c'est le seul moment de ta vie où tu vas à l'hôpital sans être malade, en fait. Alors que c'est pas quelque chose de... t'es pas malade, quoi. Et c'est vrai que ça a beaucoup cheminé. Et là, on a un projet d'accouchement assisté à domicile, du coup. Donc accompagné avec une sage-femme. C'est toi qui te fais suivre par une sage-femme qui propose l'accouchement à domicile. Mais il y en a très peu, parce que la France n'est pas... elle est toujours dans le médicalisé. Voilà, c'est ça, ouais. Okay. Ouais, donc elles doivent encore se battre, les sages-femmes, pour pouvoir proposer ça, parce qu'elles n'ont pas d'assurance, ou alors ça coûte très 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 cher. Elles n'ont pas d'assurance spécifique, elles ne sont pas protégées en fait. Elles ne sont pas soutenues par l'ordre des sages-femmes non plus. Donc comme me dit ma sage-femme, elles sont un peu considérées par certains comme des sorcières encore, quoi. Alors que du coup elles sont vraiment... il ou elle sont dans la défense d'accoucher en laissant le choix en fait. Parce que si tu veux accoucher à la maternité et que tu as envie, c'est très bien. Mais si t'as pas envie, ouais, voilà, tu peux en fait. avoir des alternatives. Voilà, quoi. C'est ça. Et après, tu as les maisons de naissance aussi, qui sont un peu en essor, où c'est un peu un intermédiaire entre l'accouchement à la maison et à la maternité. Tu es accompagné par une sage-femme aussi, souvent en binôme. Et t'as une petite maison quoi, attenante, souvent un hôpital, et t'es un peu comme chez toi quoi, mais du coup quand tu vas accoucher, tu vas là-bas quoi. Et ta sage-femme est là-bas, elle se déplace pas jusqu'à chez toi, mais dans la maison de naissance quoi. Noah, lui, il est arrivé comme un boulet de canon. Il a eu le temps de rien faire, et c'était en accouchement naturel et tout. Donc c'est Solène, elle avait toujours voulu ça, et du coup, elle était hyper contente. Alors que pour Luana, ça avait été un peu plus compliqué la naissance. Il avait fallu attendre, et puis elle avait fini par être déclenchée.
Du coup, D'accord. c'était beaucoup moins naturel, alors qu'on avait un ouais. souhait de plus de respect du corps et de l'humain et tout, et c'était plus compliqué. Et on n'était aussi pas dans le même hôpital, parce que Luana, du coup, Solène a accouché à Saint-Malo, et Solène a accouché à Quimper. Et par exemple, une des batailles qu'on a menées, c'est que on voulait que le père soit avec la mère et l'enfant, en fait, tout le temps. Et ils nous ont dit, bah ok, mais un lit dans la chambre, c'est, je sais plus, c'était 80 € la nuit. Et du coup, j'avais dit, bah moi, il est hors de question pour que dans un système public, que je paye pour avoir le droit d'être avec ma femme et mon enfant, alors que c'est un des meilleurs moments de vie qu'on puisse vivre en tant que parent, la naissance. Et du coup, j'ai dormi par terre. Donc on a tout déplacé dans la chambre, on a foutu un sacré bordel. Du coup, le médecin, tous les matins, il me tapait sur les pieds. Il manquait de se casser la figure parce qu'il rentrait très vite et il se prenait les pieds dans mes pieds qui étaient allongés. Enfin, j'étais allongé au sol, voilà. Donc il y a eu plein de choses comme ça. Où on a refusé le bain les 2 premiers jours. Parce qu'on estimait que un enfant qui sort du ventre de sa mère, c'est pas sale, c'est juste naturel. Donc on lui a laissé le temps de venir. Et après, on a dit ok, au bout du 3e jour, on va la baigner. Alors qu'avec Noah à Quimper, pas du tout. Le projet de naissance, ils avaient largement l'habitude. Et le Solène est rentrée à 4h du mat le jour de sa naissance. Et elle est ressortie à 4h de l'après-midi. Donc on était à la maison le soir. Hyper vite, ouais. Okay. On n'a pas du tout eu de rigidité par rapport à ça. On est rentré à la maison, il y a une sage-femme qui venait. On a fonctionné complètement différemment. Et Noah a eu un suivi aussi de grossesse qui a été complètement différent de Luana, parce qu'avec Luana, on ne connaissait pas, on l'a découvert, mais on ne le connaissait pas. Et avec Noah, on l'a fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable pour les enfants et pour les parents. C'est l'aptonomie. Et donc c'est un accompagnement de l'enfant un peu sensitif, non-verbal et affectif, quoi. Je sais pas comment expliquer, il faut vraiment le vivre pour le sentir, le truc. Ça change radicalement la vie des gens autour, et surtout de l'enfant et de la mère, beaucoup, mais aussi la place du père. L'aptonomie périnatale, c'est une communication non-verbale avec l'enfant dans le ventre de la mère. Donc ça se passe par des mouvements, par des sentis de présence. Et on peut inviter l'enfant à venir dans la main qui est posée sur le ventre, on peut déplacer la main et l'enfant suit, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est une communication qui est très très intense. Et l'enfant, quand il naît, c'est comme s'il reconnaissait immédiatement ses parents. Et les enfants aptos, souvent les personnels soignants, ils les reconnaissent très vite parce qu'ils sont déjà très toniques à la naissance et ils ont des perceptions différentes. Ils tiennent leur tête, ils tiennent assis dans la main du père ou de la mère. On peut les prendre assis dans la main et ils se tiennent dès la naissance. Il y a plein de choses comme ça, quoi. Et ils ont une perception de leur corps qui est complètement différente. Le mot matrescence, c'est la liaison entre maternité et adolescence. En fait, souvent à la maternité, enfin quand tu as accouché, ou après, tu as des changements dans ton corps, un peu comme à l'adolescence en fait, et qui vont plus ou moins te chambouler. Pour certains, ça peut être avec des retours sur ton enfance. Enfin, ça te fait émerger des choses que tu avais un peu enfouies de ton enfance. Enfin, après, ça peut se manifester de plein de façons différentes. Et moi, j'ai eu une matrescence et ça a été un peu l'explosion de sujets à approfondir en fait. Il y avait tellement de choses. Déjà, les enfants m'intéressaient beaucoup. Mais là, j'avais l'impression il y avait tellement de choses à faire. Ça t'a ouvert à plein de trucs. L'alimentation. Enfin, déjà qu'on était sur le 0 déchet, du coup, encore plus, on faisait vraiment attention. Les soins les plus naturels possibles. T'as l'éducation, parce qu'on est plus sur une éducation bienveillante. Et t'as plein de choses. L'allaitement, on était sur l'allaitement et c'est un sujet dont on ne parle pas. On pense que c'est inné alors qu'en fait c'est quelque chose avant qui se transmettait de femme en femme et qui s'est perdu en fait. Le maternage proximal aussi, on était beaucoup là-dessus avec le portage.
signer avec l'enfant en utilisant la langue des signes. À partir de ça, il y a des bouquins, et puis des nanas souvent des nanas, qui ont proposé, t'en as beaucoup sur Instagram, qui proposent ça et qui t'apprennent des signes, donc par exemple manger. Et en fait, tu commences à échanger comme ça avec ton enfant avant qu'il parle. J'étais déjà beaucoup à l'école sur l'éducation, l'enseignement bienveillant. J'étais beaucoup portée là-dessus. Et donc ça a découlé après avec Amy. Et donc on est pas mal sur... Ouais, on essaye, parce qu'après, on a beaucoup de choses ancrées en nous qu'on fait naturellement. Et que nos parents... La façon dont nos parents nous ont éduqués, nous on le refait automatiquement en fait. Oui. Et c'est ça le plus difficile, c'est quand toi tu veux aller un peu différemment. Mais en fait, t'es obligé de réfléchir et ça te fait un gros travail sur toi, qui est assez fatigant quand même. Parce que du coup, on est sur plutôt l'éducation bienveillante et positive. Donc c'est pas crier, pas punir, c'est dans l'échange avec l'enfant. Mais c'est différent de l'éducation, c'est pas une éducation, mais du laxisme, souvent qu'on parlait d'eux. Mais en fait, l'éducation bienveillante, t'as quand même des règles. Enfin, t'as le respect et t'as tes limites aussi. T'auras pas les mêmes limites rien qu'avec ton conjoint ou ta conjointe. T'auras pas forcément les mêmes limites. Par exemple, si elle se met debout sur sa chaise, pour certains, ça peut faire peur, alors que d'autres, non. Mmh. Et c'est vraiment à toi de mettre tes limites et à les poser à l'enfant et à lui expliquer pourquoi, en fait. Et puis après, ce qui est difficile au début, c'est que quand ils sont tout petits, mais ils comprennent pas forcément. Donc en fait, il faut répéter et répéter. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après, quand ils grandissent, tu vois qu'ils l'ont intégré, parce qu'ils vont le redire à d'autres enfants qui vont le faire, en fait. Souvent, à la maison, tu vas pas voir que ça marche vraiment, parce que tu fais que répéter, donc tu as l'impression de faire que répéter. La même chose, si tu veux pas qu'il fasse quelque chose, quoi. Il ou elle fasse quelque chose. Et en fait, si, ça rentre, quoi. Mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et quand tu commences là-dedans, et que tu t'y intéresses, tu peux t'y perdre un peu, quoi. Tu sais plus où mettre trop les limites. Moi, je sais, au début, je savais plus trop. Comme je voulais vraiment être dans la bienveillance, je savais plus à quel moment il fallait dire stop ou pas, quoi. C'est dur de trouver ses limites au début. Mais c'est quelque chose de très français, ça. Cette éducation où tu cries et où tu punis. J'ai écouté je crois que c'était une consultante en sommeil qui a vécu au Canada et qui disait que là-bas, c'était pas du tout comme ça. Elle était allée jouer au parc avec ses enfants et elle avait élevé la voix pour quelque chose et tous les parents l'ont regardée, genre les yeux grands ouverts, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Enfin, c'était... là-bas, ils sont beaucoup dans la bienveillance et dans l'accompagnement de l'enfant, quoi. Là où en France, en fait, c'est beaucoup le parent, c'est lui qui décide et c'est lui qui a raison. Et même dans l'enseignement aussi, beaucoup. Et j'ai toujours raison et c'est l'adulte qui parle, c'est pas l'enfant. Mais j'avais mis dans cette partie-là, j'avais noté aussi que c'était important sur le côté positif, c'est d'accompagner les émotions de l'enfant. Parce que ça, c'est quelque chose aussi, quand t'es parent, tu sais pas trop gérer des fois les tempêtes émotionnelles que l'enfant peut avoir. Et en fait, quand tu t'intéresses un peu au fonctionnement du cerveau de l'enfant, donc tu découvres cette partie-là des émotions, et l'enfant, il sait pas encore gérer ses émotions. Toi, adulte, quand t'es énervé, tu peux essayer de contenir ta colère et tu t'énerveras plus tard, quoi. L'enfant, s'il est énervé, il va exploser d'un coup, quoi. C'est important d'en être conscient et... Du coup, comme tu en es conscient, c'est plus facile de gérer en fait. Parce que tu sais que là, il est énervé. Donc tu dis, ok, c'est normal que tu sois énervé, je comprends. Mais par contre, s'il se roule en boule, tu lui dis, il va falloir se relever pour pouvoir continuer. Mais bien lui faire comprendre que tu as le droit d'être en colère et de pas lui faire contenir cette émotion. Parce que sinon, il va la garder et puis ça sortira en plus tard. Ou alors, ça pourra rendre un enfant... qui gardera toutes ses émotions et qui aura du mal à les extérioriser plus tard, même adulte. Et ça peut être compliqué du coup si tu gardes tout pour toi, quoi. Pour comprendre leurs émotions, moi, comme la façon dont je fonctionne, c'est vraiment se mettre à la place du petit et se dire, mais toi, si t'avais envie de quelque chose et qu'on te le fait pas comme tu voudrais, ça t'aurait énervé aussi en fait.
Et en fait, de se mettre à la place de l'enfant, ça aide beaucoup à comprendre. Et du coup, à relativiser ton comportement par rapport à lui, quoi. Parce que c'est vrai que une des tendances quand un enfant va s'énerver, crier, ou c'est de lui dire t'arrêtes tout de suite, c'est bon quoi, t'arrêtes de t'énerver. Alors que si on va plus dans se mettre à sa place, on comprend mieux en fait. Comment on fonctionne, finalement, c'est presque simple, c'est qu'on a toujours pris nos enfants comme des adultes. Pour moi, c'est là où est la clé du système. C'est qu'on les considère comme des personnes à part entière et qui sont, on va dire, de manière imagée. Ce sont nos enfants, évidemment, mais ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à la Terre. Du coup, on a une relation... Ils sont un peu de nous, parce qu'évidemment, on leur a donné la vie, mais ils ne nous appartiennent pas et ils ont leur propre vie, leur propre caractère, leur propre fonctionnement. Donc, en fait, c'est un peu comme une société coopérative pour la famille, quoi. Du coup, on est 4 et on fonctionne à 4 en une personne égale une voix. Et donc, quand on a quelque chose à dire, on l'annonce. Alors maintenant, on en fait un peu moins, mais quand les enfants étaient petits, on faisait ce qu'on appelait des réunions de famille, où on annonçait en fait ce qu'on avait envie de modifier ou d'améliorer dans notre vie, parce qu'il y avait des choses, on en a fait une pour que Noah devienne propre, par exemple. On en a fait d'autres parce que les enfants trouvaient qu'on mangeait trop de sandwichs le midi et qu'on était trop à l'arrache sur la nourriture. Donc voilà, et donc dans ces moments-là, on communique beaucoup et on va échanger, et nous, en tant que parents, on va prendre en compte ce que disent les enfants comme si c'était des adultes. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'ils sont inférieurs, plus petits ou quoi que ce soit. S'ils ont quelque chose à dire et qu'ils estiment que c'est important pour eux, on les écoute et on prend en note et on modifie aussi notre comportement en fonction de leurs attentes, de ce qu'ils veulent. Et en général, on s'aperçoit que dans cette méthode d'éducation-là, en fait, il n'y a pas de grand délire, je sais pas, moi, je veux une console, je veux plus faire mes devoirs. Non, en fait, ils demandent des choses concrètes. Ils ont des demandes qui sont vraiment justes, et pour eux et pour les autres. Donc, c'est justifié. Mais en gros, pour la méthode éducative, donc c'est beaucoup de communication verbale. Pas de violence verbale, pas de violence physique. Donc ça, on l'a découvert très vite. En fait, moi, je crois que j'ai pincé une fois Noah quand il était petit, ou Louana, et j'ai tiré les cheveux à l'un et à l'autre, une fois, et ils s'en souviennent encore. Et ils étaient vraiment petits. Et je me suis vu et je me suis mis à pleurer parce que je pouvais pas reproduire ce que j'avais vécu comme schéma parental. Et c'était pas possible. Okay. Et en fait, c'est Solène qui a trouvé les solutions dans les livres et dans les trucs, de trouver des méthodes alternatives d'éducation et de mettre en œuvre tout un système d'éducation par la parole, pas de contraintes, pas d'autorité mal placée, pas d'abus de pouvoir, de tout ce qu'on peut vivre aussi au niveau sociétal, quoi. Quand je leur dis on met le couvert pour aller manger, je dis qu'une fois, en général, je rabâche jamais les informations. Ils savent qu'à ce moment-là, on mange, que j'ai fait l'effort de préparer à manger, ou que Solène a fait l'effort de préparer à manger pour toute la famille. Donc le respect, c'est de venir manger quand on les appelle. Et ils sont participatifs aussi. Et c'est parce que vous leur avez enseigné ça depuis tout petit ? Parce que du coup, en disant ça, il y a peut-être plein de parents qui te diraient « Ouais, mais nous, on essaye, mais à la maison, ça marche pas, quoi. » Il y a plusieurs trucs, on leur explique beaucoup. On leur explique beaucoup ce qu'est pour nous la vie, comment on la voit, comment on fait, comment on fonctionne. Par exemple, on va dire que c'est pas forcément aux parents de se taper tout le ménage. À partir du moment où ils ont un certain âge, ils sont capables de passer l'aspirateur dans leur chambre tous les week-ends pour nettoyer leur chambre. Ils sont capables de plier leur linge, ils sont capables de lancer une lessive, ils sont capables d'aller petit à petit vers de l'autonomie.
Mais c'est de l'éducation douce, c'est pas du forçage. C'est échanger avec eux et leur dire, en fait, à chaque fois que tu laisses un verre sur la table, c'est moi qui passe et qui le range. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux ranger le verre ? Parce qu'en fait, ça me met une surcharge de travail et cette surcharge de travail-là me donne des difficultés et peut me donner l'impression que je ne sers qu'à ça, ou ça m'énerve, et on exprime ce qu'on ressent aussi, quoi. D'accord. Dans la méthode de communication aussi, on n'a jamais parlé à nos enfants comme à des enfants ou des bébés. Donc jamais on a utilisé, et je pense que pour moi c'est hyper important, et il y a beaucoup de parents qui le font, mais qui infantilisent par la parole, en fait, qui vont parler de « on va aller faire dodo, tu vas aller sur le popo », on emploie du vocabulaire adulte. Avec Amy, on utilise les vrais mots. Par exemple, on va pas dire la zézette, on va dire sa vulve. Donc quand elle va nettoyer son pipi, il faut bien nettoyer ta vulve, quoi. Et ouais, c'est vrai que je m'intéresse pas mal aussi à ce sujet-là, où faut dire les choses, quoi. Pour pas que ça devienne justement, quand ils vont devenir adolescents, quelque chose de tabou. Et que s'ils ont besoin de venir en parler, ils puissent venir en parler sans être gênés aussi, quoi. Parce que c'est quelque chose de naturel, tout ça. Mais c'est pas évident quand toi tu l'as pas vécu vraiment. Enfin, au début ça faisait bizarre de dire ça, quoi, parce que t'entends à l'école, c'est pareil, tu dis tu vas nettoyer ton zizi, de ta zizette, tu n'utilises pas les mots personne, quoi. Ouais, alors que pourtant c'est important, d'autant plus pour les petites filles, parce que l'organe génital féminin n'est pas du tout connu. Par exemple, le clitoris n'est pas représenté dans les manuels scolaires. Je crois qu'il n'y a qu'une édition maintenant qui représente le clitoris dans les manuels, quoi. Alors que c'est la base de connaître pour comprendre, quoi. Rien qu'après peut-être les envies, je sais pas, de se frotter, ou de plaisir, quoi, perso. De dire que c'est normal, en fait. C'est pas quelque chose de sale, rien que ça. Et c'est important d'en parler, quoi. Et même de faire la part des choses et de dire que tu peux le faire. Souvent, des fois, on voit les petits garçons, même à l'école, qui mettent un peu leurs mains dans le pantalon, voilà. Oui. Mais bien expliquer que t'as le droit, hein, c'est pas sale, mais tu peux le faire, par exemple, quand t'es tranquille tout seul, quoi, dans ton intimité, mais pas que ça soit quelque chose, que ça devienne quelque chose de tabou, quoi. Et je pense que ça peut avoir une conséquence après sur l'épanouissement sexuel de la personne, quoi. Connaître son corps, en fait, c'est déjà une base. Et je suis une nana sur Instagram, c'est trop bien. Donc elle a un petit garçon et une petite fille. Et elle parle beaucoup d'éducation non genrée. Et son petit garçon adore les robes. Un jour, il a voulu mettre sa robe à l'école. Et du coup, toi, en tant que parent, tu sais pas du tout comment les autres vont réagir, quoi. Et t'as peur pour ton enfant aussi. Parce que ton petit garçon qui va avec une robe à l'école... les réflexions, la moquerie. Ouais, ça peut être difficile, quoi. Et du coup, elle présente un peu sa manière d'amener les choses, et c'est super intéressant, dont les discussions, du coup, avec la maîtresse, qui, elle, va avoir une discussion avec les élèves de la classe, si besoin. Parce qu'aussi bien, pour certains, ça peut... S'ils connaissent bien l'enfant, ça peut passer sans remarque, quoi. Mais ça peut être l'occasion aussi à l'école d'en parler, quoi. Là, c'est trop cool. Ouais. Après, si j'ai un petit garçon, c'est vrai que pour Amy, par exemple, j'avais tendance à prendre du non mixte, mais plus elle grandit, plus t'as des types de vêtements, quoi. T'as les robes que tu penserais pas prendre pour un petit garçon, quoi. Alors que pourquoi est-ce qu'il pourrait pas mettre des robes, en fait, un petit garçon, au final ? Qu'est-ce qui fait que... Mais toi, tu serais gênée d'acheter... je sais pas... ça, ouais. Oui. Mais il y a tous ces questionnements-là sur l'éducation non genrée qui est intéressante aussi, quoi. Mais on est en train de... Là, avec François, on avait envie de créer des petites histoires pour Amy. Et donc on a créé le petit personnage et tout. Et du coup, c'est cool parce que ça me permet d'intégrer un peu mes sujets fétiches dans les histoires. Et c'est vrai que, en fait, dans la littérature de jeunesse, t'as peu d'inclusion. T'as beaucoup de personnes blanches. T'as pas de... Au niveau de l'homosexualité, c'est très rare. Les personnes handicapées sont peu présentes aussi dans les bouquins. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire des histoires avec plein de choses sur ces sujets-là, quoi.
Il y avait quelqu'un, je sais plus c'était avec quel, je crois que c'était une asso qui avait fait un petit schéma. Est-ce que ce jeu a besoin d'être utilisé par ta partie génitale? Ah oui. Oui, et bah, dans ce cas-là, c'est pas pour les enfants. Et Oui. non, bah, alors c'est pour tout le monde. Une des grosses problématiques, je pense, de notre société, c'est le côté genré. Si t'es une fille, tu fais pas de foot, ou si t'es une fille, tu fais pas ça, ou si t'es un garçon, t'as pas le droit de pleurer, ou t'as pas le droit de jouer avec des bébés, ou quoi. Donc Noah, quand il était enfant, il avait un bébé Corolle. Il s'est habillé en fille aussi, à un moment, pendant quelques mois. Les gens nous ont dit, c'est pathologique. On a dit non, on laisse faire. Il a poussé le vice assez loin, faut dire. Ah ouais. Il était en squaw et il était nu sous sa robe de squaw et il allait faire des courses comme ça et il voulait pas enlever sa tenue et il était à poil en dessous et on l'accompagnait comme ça dans les magasins et on dit s'il se sent bien comme ça, nous on doit aussi assumer en tant que parents donc voilà. On est assez libre aussi dans les discussions. On parle de tout et de rien, on peut parler de sexualité, on peut parler de bonheur, de plein de choses, mais du coup, on leur a déjà dit que nous, ça ne nous dérangeait pas du tout. Plein de choses ne nous posent pas de problème ou ne nous dérangent pas, et on a abordé les sujets. Louana, je dis, si un jour tu as un petit copain ou une petite copine qui vient à la maison, ce ne sera pas un problème. L'homosexualité n'est pas tabou et c'est pas difficile à vivre. Donc les parents acceptent ça. On parle du côté argent matériel. Par exemple, on a pris le parti d'acheter du bon matériel à nos enfants. Donc ils ont des très bons vélos parce que je considère que pour avoir envie il faut aussi avoir du bon matériel. Ça fait partie, quand on a un vélo en mauvais état, tout rouillé, tout pourri, on n'a pas envie d'en faire. Et donc ça ne va pas inciter à avoir une démarche aussi plus écologique, puis ça dure moins longtemps, les vélos de mauvaise qualité et tout. Donc on parle de ça dans le sens où ça a un certain coût, un bon vélo par exemple. Ça a une valeur et cette valeur c'est une valeur travail, puisqu'aujourd'hui pour gagner de l'argent on est obligé de travailler et que du coup il faut respecter le matériel. Donc ils entretiennent eux-mêmes leur vélo. Mais ça veut dire qu'après chaque sortie, ils les rincent, ils mettent quelques gouttes d'huile sur la chaîne, ils les laissent sécher, ils regonflent les pneus, ils sont très précautionneux, mais ils ont du très bon matériel pour leur âge. On achète beaucoup d'occasions, de seconde main, tout ce qu'on peut en général, les fringues, les bagnoles, on est beaucoup dans l'occasion. Mais on achète du bon matériel d'occasion. On leur dit, c'est pas facile non plus de gagner sa vie. Et ça représente, donc tu respectes le matériel et tu gaspilles pas. Donc si on t'offre une chose, on t'offre quelque chose de bien pour que tu le gardes longtemps. Donc à toi de l'entretenir et d'en prendre soin, comme font tes parents avec le matériel. Et après, l'autre côté argent, pauvreté, oui, je pense que les deux enfants, différemment, sont sensibles à ça. Alors, je dirais que Noah, il est sensible, il a une empathie naturelle et il va toujours aider les autres. Du coup, il ressent l'autre en tant que personne et il va partager naturellement. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui n'a pas assez à manger ou quoi, il va naturellement partager son sandwich à l'école ou des choses comme ça. Et donc il ressent, et il a conscience qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins d'argent, d'où le respect du matériel, parce qu'on en a un peu plus, mais on respecte, du coup, par respect. Pour la nourriture aussi, on prend que ce dont on a besoin, on ne gaspille pas la nourriture, parce qu'il y a d'autres personnes qui en ont besoin. Et Louana, elle est très très sensible aux difficultés sociales dans le monde. Et donc, pour elle, par exemple, quelque chose de vraiment très important pour elle, actuellement, c'est les migrants qui vivent des conditions abominables pour ensuite revenir et tout dans des pays où ils sont pas forcément accueillis dans les meilleures conditions. C'est très difficile pour elle, donc on en parle énormément. Et pour elle, c'est important d'aider ces gens-là, d'agir. Donc là, par exemple, elle est super contente que je parte sur le bateau, du coup, parce que pour elle, c'est vraiment du concret, que je vais aller aider ces gens-là. Elle a une Syrienne dans sa classe. Elle lui apporte son soutien scolaire quand elle peut, dans le langage français, je pense aussi, à l'école et tout, régulièrement.
donc le livre qui nous a le plus servi, Parents efficaces, de Thomas Gordon. Ouais. Parce que Thomas Gordon, c'est un gars qui est psychologue au départ et qui a eu qui a beaucoup écouté les gens et soigné les gens et qui au final a donné dans un livre plus un outil pour les gens. Le fond du bouquin, il est vraiment bien et surtout, il a été écrit dans les années 70. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un vieux bouquin en plus. C'est un vieux livre et le mec a vu venir ces choses-là et aujourd'hui, on commence à s'y intéresser, on est en 2020 et en 1975, il a écrit le bouquin. Donc le gars avait juste des années, il avait 45 ans, 50 ans d'avance sur les autres. Et là où il y a une différence qui s'est faite par rapport aux autres livres, il a une méthode. C'est une méthodo qu'il donne. C'est un outil qu'il a donné dans son livre. C'est pas du Freud ou des trucs. Donc c'est concret, quoi. Il y a vraiment des choses concrètes. C'est du concret et c'est un outil. Si vous faites ça, il y aura tel résultat. Si vous faites ça, il y aura tel résultat. Et ainsi de suite. Et on avance comme ça. Comme tout le monde, je pense qu'on a été face à des difficultés au départ et on a commencé à résoudre les conflits, mais peut-être qu'on l'a fait pour les enfants très très jeunes. Par exemple, un jour, j'avais fait une super bouffe. Alors Noah, il aime bien les hamburgers végétariens. Il était tout petit, j'avais passé une demi-matinée à faire des hamburgers végétariens avec plein de trucs bons et tout. Voilà. Et ce jour-là, Solène n'était pas là. Et je leur mets les hamburgers à table, ils viennent à table, et là, Noah refuse de manger son hamburger parce qu'il voulait pas d'un truc qui était dedans. Et moi, sur le moment, je me suis senti vexé et je me suis un peu énervé parce que je me suis dit, c'est pas juste, en fait. J'ai passé énormément de temps et d'énergie à préparer un repas pour leur faire plaisir, et en fait, ça lui fait pas plaisir. Et il veut enlever la moitié du produit, quoi. Donc au début, je suis resté en mode, non, tu manges. Et je reste face à toi, et puis tu vas manger ton hamburger. Et puis je me suis dit, en fait, ce conflit-là, ça me rappelle mon enfance. Et la méthode, c'est pas la bonne, quoi. Et donc je savais plus quoi faire. Et j'ai fini par appeler Solène, qui m'a dit, mais en fait, aujourd'hui, il a peut-être pas envie parce que peut-être que son corps, il a pas besoin de ça, ou peut-être qu'on n'en sait rien. Et les enfants, ils savent très bien ce dont ils ont besoin aussi, au niveau nutritif. Et elle m'a dit, laisse-le manger ce qu'il veut. Et donc, au début, ça a été un peu difficile, mais du coup, je l'ai laissé manger et il a mangé quasiment tout son hamburger, sauf l'ingrédient qu'il ne voulait pas. Et à partir de là, on s'est dit, ok, en fait, les enfants, ils ont aussi le droit de parole. Pourquoi on imposerait aussi de la nourriture à des gens ? Enfin, est-ce qu'on impose aux autres adultes de manger absolument des choses quand ils n'aiment pas ? Est-ce qu'on leur impose de manger moi, je ne mange pas de viande. Est-ce qu'on m'impose quelqu'un d'autre m'impose de manger un steak ? Non. Et s'il m'impose, ça va mal aller, quoi. Et donc, pourquoi nous, on imposerait ça aussi à nos enfants ? Quelle est la justesse de ça, quoi ? Est-ce que c'est correct ou c'est pas correct d'imposer, et tout le temps d'imposer souvent par la force ? Et de pas forcément expliquer au départ, mais de dire, voilà, tu manges ça, il y a ça, tu manges ça, parce que je t'ai préparé ça. Et en fait, c'est pas forcément respecter l'autre non plus que de fonctionner comme ça, quoi. En fait, t'as les limites sécuritaires. Donc, par exemple, pas marcher sur la route parce qu'il y a des voitures. Ça, c'est clair et il n'y a pas de discussion. Et après, pour rendre autonome, tu as d'autres choses. En fait, tu peux exploiter d'autres choses à la maison, comme avoir son petit coin de toilette dans la salle de bain avec son petit bac d'eau pour aller se laver les mains toute seule. Ça, on l'avait mis assez tôt. Les jeux accessibles à sa hauteur. Ça s'inspire beaucoup de la pédagogie Montessori, où c'est rendre autonome l'enfant et en fait, il faut lui mettre les choses accessibles, en fait. La petite éponge disponible pour l'enfant, s'il y a quelque chose qui coule. C'est des petites choses, en fait, mais qui permettent de le rendre autonome, quoi. Après, j'ai toujours été intéressée par les pédagogies un peu alternatives, où tu pioches justement dans toutes ces pédagogies-là et pour rendre autonome les enfants, quoi. Après, pour le côté protecteur, je pense pas que je sois trop protectrice par rapport à elle. Enfin, c'est vrai que ça peut faire peur, en plus, surtout avec le Covid et l'avenir qu'on imagine pour eux, ça fait un peu peur, quoi. Mais je pense que du coup,
Il faut leur faire confiance et leur donner les billes pour qu'ils puissent y croire déjà. Et pour qu'ils puissent y arriver, quoi. Enfin, parce que c'est possible. Il faut pas oublier la sécurité affective. Parce que souvent, quand tu t'intéresses au maternage proximal, donc au fait de porter souvent ton enfant, de l'allaiter longtemps, parce que quand tu allaites un enfant de 2 ans, les gens sont surpris souvent. Alors qu'en fait, tu peux allaiter, enfin c'est la norme d'allaiter ton enfant jusqu'au sevrage naturel en gros, quoi. Et souvent, il y a beaucoup de remarques. D'ailleurs, il y a une page Instagram où c'est Garde tes conseils et la nana, elle reprend tous les conseils, entre guillemets. non voulus de personnes proches ou non proches et qui font des critiques sur le fait aussi de dormir, de faire du cododo par exemple. Qu'en gros, l'enfant va devenir... qu'est-ce qu'il y avait comme remarque ? Il sera jamais indépendant, il sera toujours collé à tes basques. Alors qu'en fait, ça a été prouvé, parce qu'en plus maintenant tu as plein d'études. Avant, on n'avait pas toutes ces études, mais maintenant on a plein d'études sur les neurosciences, sur le cerveau des enfants, et on sait que les enfants ont besoin d'une sécurité affective pour être autonomes. Parce qu'en fait, plus tu vas le sécuriser, et plus il va savoir qu'il est en sécurité. Donc par exemple, s'il va pleurer et que tu vas le voir, souvent on dit que tu vas en faire un enfant... oui, on dit que c'est bien de le laisser pleurer. Un enfant aussi, roi, ouais. voilà. Et alors qu'en fait, l'enfant, lui, ce qui se passe dans sa tête, c'est je pleure. Donc déjà, en plus la manipulation, souvent on dit que ton enfant te manipule, mais les enfants ne savent pas manipuler avant 6 ans, je crois. L'enfant, dans sa tête, il se dit, je pleure, je vais pas bien, mon parent vient, je suis en sécurité, quoi. Son cerveau, t'as des choses qui se mettent en place, ouais. qui fait qu'il se met en place, et il est en sécurité affective, en fait. Et ça se passe pour plein de choses. Et plus un enfant est en sécurité affective, plus il va pouvoir se lancer dans des choses, en fait. Parce qu'il sait que ses parents sont toujours là, ou sa figure d'attachement. Donc il peut y aller. Et quand il pense, c'est logique. Plus tu es en confiance, plus tu vas te lancer. Oui, c'est le cas pour nous aussi. Ouais, en voilà. fait, Ouais, adultes, ouais. Même pour l'escalade, par exemple. Quand tu te lances et que tu as quelqu'un qui te motive et qui te dit que tu vas y arriver. Qui est là, alors que si tu as quelqu'un qui dit non, mais tu vas tomber. En fait, tu vas avoir peur. Et au niveau de la protection, je pense que la sécurité affective, c'est quelque chose de très important. Mais du coup, qui va rendre autonome ton enfant, en fait. C'est vrai que ça paraît hyper logique. Mais oui, mais en fait, c'est ça, t'es là, mais tout paraît logique, en fait. Et après, t'as quand même... Maintenant, c'est top parce que t'as les études scientifiques qui prouvent tout ça. Parce qu'avant, t'avais des parents qui étaient convaincus de ces choses-là, mais tu pouvais pas, si par exemple t'as un ami ou quelqu'un de la famille qui te croit pas, tu peux lui sortir les études en fait. On est les seuls mammifères à vouloir faire dormir son bébé tout seul à 2 mois. Quand tu penses comme ça, c'est vrai que... Mais parce que aussi notre société n'est pas faite pour. On doit travailler, on a un congé maternité et on doit retravailler aux 3 mois de l'enfant. Ton bébé à 3 mois, il se réveille la nuit, sauf que toi, tu dois bosser le jour, donc tu as envie de dormir la nuit. Et c'est pour ça qu'on veut que les enfants dorment la nuit. Sauf que l'enfant, c'est normal qu'il ne dorme pas la nuit, en fait. J'ai lu un bouquin là-dessus, Dormir sans larmes. Et c'est intéressant parce que du coup, la docteure, elle explique que le sommeil n'est pas pareil. Il évolue au fur et à mesure de ta vie. T'as pas le même type de sommeil quand tu es enfant, quand tu es adulte, et même quand tu es une personne âgée. T'as des phases de sommeil différentes. Et quand t'es bébé, tu te réveilles plus souvent, notamment pour manger et pour éviter la mort subite du nourrisson. Et c'est une forme de protection pour quand on était au temps de la préhistoire, par exemple, pour se protéger de prédateurs potentiels. Voilà. Mais ça, du coup, vu qu'on est une société, on crée beaucoup sur le boulot, en fait. Parce que du coup, tu fais ton rythme de vie en fonction de ton boulot. En fonction de ton boulot, mais c'est pas forcément compatible avec un bébé de 3 mois. Quoi. Ouais.
Et c'est pour ça que c'est intéressant dans le bouquin, elle dit qu'on veut que les enfants dorment, mais en fait, la nuit, mais c'est normal qu'ils dorment pas, c'est juste que la société n'est pas adaptée aux enfants, en fait. Et après, on n'est pas... Il y en a qui sont... Enfin, ça peut faire du bien de reprendre du boulot aussi, de reprendre une vie un peu... Enfin, t'as pas forcément envie de faire que de la maternité, mais je pense qu'on prépare pas assez les parents à devenir parents. Souvent, on se dit, on a envie des enfants parce qu'il est temps, et en fait, tu prends pas en compte l'ampleur que ça va prendre. Enfin, faire des enfants, c'est pas anodin, en fait. Parce que ça va être le futur, et c'est toi qui vas les guider, quoi. Et l'importance, ouais, que ça a pour l'avenir, quoi. Mais parce qu'on n'en parle pas assez hors parentalité. Quand t'es pas dedans, on t'en parle pas, quoi. Enfin... Mais rien que de se poser des questions, en fait. Pas forcément donner des réponses, ou voilà, mais réfléchir, quoi. Ça te permet d'avoir un petit cheminement dans ta tête, quoi. Sinon, tout tombe dessus, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et puis, ça peut être une pression, du coup, aussi, de la société. Parce que la société aussi veut, par exemple, le sommeil. La société veut que ton bébé dorme la nuit. La première question, c'est « Ton bébé, il dort ?» C'est une des premières questions qu'on te pose. Enfin... Parce que je pense qu'on culpabilise beaucoup, les parents, surtout les mamans quand même. Il faut que ton enfant soit bien éduqué, mais à la façon dont la société veut aussi, quoi. Tout est question de regard, en fait. Et on a tendance aussi beaucoup à se tirer dans les pattes, là où il faudrait qu'on se... Entraîne. Ouais. Des fois, mais ça, c'est souvent le manque de connaissances aussi, le manque d'infos. Par exemple, quand tu t'intéresses à l'allaitement, d'un côté, tu vas avoir les pro-allaitement et d'un côté, ceux qui sont contre, alors qu'en fait, on devrait être tous ensemble. C'est juste que souvent, tu as un manque de connaissances qui fait que, comme tu connais pas, c'est souvent dans ces cas-là que tu critiques, c'est quand tu connais pas. Et puis même si t'es pas d'accord, c'est pareil, c'est comme pour l'accouchement, il faut laisser le choix, quoi. Mais pour avoir le choix, il faut connaître, il faut savoir ce qui est possible. Je pense que c'est important d'adapter ton discours en fait à l'enfant, mais de dire les choses par contre, mais sans faire peur non plus. Enfin, tu vois, par exemple pour le climat, c'est pas lui dire qu'il y a une extinction. Enfin, plus tard, après pour les plus grands, c'est possible quand ils comprennent mieux, mais c'est plus sensibiliser. On est souvent dehors avec Amy, faire sensibiliser à la nature, quoi. Comme ça, les enfants sont sensibles à ce qui est beau et vont vouloir le protéger en fait. Ça va être quelque chose de naturel pour eux. Comment c'est possible de détruire la nature si tu trouves ça beau et en plus tout ce que ça t'apporte. La force de la nature, tu peux la transmettre comme ça sans en faire un discours barbant déjà. Oui, et alarmiste, quoi, ce qui fasse peur. Je pense qu'il faut aller dans le positif, présenter les belles choses et puis en leur présentant tout ça, ça se fera naturellement, quoi. On va beaucoup dehors, on fait beaucoup de balades, on a un potager, on a des poules pour avoir nos œufs, donc c'est vrai qu'il faut s'occuper des poules aussi, s'occuper des animaux, prendre soin. Après, les légumes de saison. On prend des légumes et des fruits de saison, et c'est vrai que ça on en parle déjà, même avec Amy. On consomme pas de produits industrialisés, on fait tout maison, on fait nos repas. On prend nos légumes à la ferme. On va avec Amy, d'ailleurs elle aime bien. Ah ouais, c'est trop cool. Elle connaît la ferme. Ouais. Parce que souvent, des fois, quand on va regarder une fleur et dire qu'elle est trop belle, c'est elle qui va aller regarder plus tard quand on va se balader et qui va faire « Waouh, elle est trop belle !» Parce qu'on aura déjà regardé des choses comme ça, quoi. Alors l'environnement, c'est quand même mon gros créneau de boulot. Donc évidemment, les deux thématiques principales en ce moment à la maison, il y a l'environnement,
le côté gestion climatique, stratégie, comment on peut agir au quotidien. On a beaucoup de jeux là-dessus, des jeux coopératifs d'ailleurs. On a des actions qu'on met en place dans la maison et tout, mais bon, ils sont déjà les trucs que le gouvernement impose ou quoi, on y est déjà depuis. On a un compost, on mange bio, on est chez Enercop pour l'énergie, mais j'espère qu'un jour on va pouvoir mettre du photovoltaïque sur la maison pour être autonome, qu'on aura la récup des eaux de pluie aussi, mais à l'époque où on a fait cette maison-là, on n'avait pas assez de fric pour pouvoir tout faire. Mais c'est pensé. Pendant 2 ans, j'ai pas eu de bagnole, donc je faisais tout à vélo. On a acheté un vélo cargo exprès pour ça. Oui, donc, parce que c'est loin de tout ouais. en plus, quoi. Et par exemple, Noah, il sait que quand il fait beau, il va surfer à vélo. Okay. Donc il y a 3 km, il prend son vélo. On a acheté un rack pour mettre les surfs et il peut mettre sur son vélo le surf. Et c'est ce qui fait un peu qu'il est dans son monde de surfeur où les autres sont sponsorisés, machin et tout. Ben lui, sa vie, c'est il mange ses trucs végétariens, il mange ses onigiri japonais, lacto-fermentés et tout. Et il arrive à prendre sa place dans la société avec ce respect de l'environnement. Il vient à vélo, tout le monde sait qu'il vient à vélo faire son cours de surf. On accueille, on lui trouve un espace pour son vélo. Voilà, ça fait partie de sa vie. Et Louana, c'est pareil. Louana, elle est très sensible aux animaux. Et du coup, c'est hyper important pour elle. On en parlait encore hier. On parlait des zoos hier et des difficultés en fait liées aux zoos. À savoir est-ce qu'il faut garder des animaux en captivité ou pas, en sachant que le pour, y a beaucoup de gens qui peuvent voir des vrais animaux sauvages et que c'est jamais comme à la télé. Mais le contre, qui a l'autorisation et qui se donne l'autorisation de garder des animaux contre leur... c'est peut-être pas la vie qu'auraient rêvé ces animaux, qui méritent d'être vécus. Donc on en parle, on échange, on argumente. Et la thématique environnementale, elle est au cœur de la problématique quotidienne. Après, je ne sais pas s'ils travailleront dans le secteur environnemental. J'en suis pas certain. Mais il y aura sûrement, ce sera intégré dans la vie pour des années parce qu'ils l'auront vécu étant jeunes. C'est ça, les vraies vacances, c'est la nature, c'est profiter de la nature, c'est savourer, voir des beaux arbres, des belles plantes, regarder l'écosystème. Hop, on va remettre encore un peu. Ouais. Et après, on va remettre de la terre dessus et on va après chercher l'arrosoir. Cette petite voix que vous entendez, c'est Amy, qui plante des radis dans son jardin. Elle a 2 ans et demi et elle s'y connaît mieux que moi dans un potager. J'admire Pauline, tout comme Mathieu, de se poser des questions pour trouver une vraie justesse au sein de leur famille, qui semble être bénéfique pour tout le monde, adultes comme enfants. Ils ont parlé d'autonomie et, en réfléchissant sur la définition de ce mot, j'ai réalisé quelque chose. La manière dont Pauline passe du temps au jardin avec Amy, c'est peut-être aussi pour lui donner les clés d'être autonome, en plus de passer des bons moments. Ce mot, autonomie, m'a vraiment interrogée, et je me suis alors demandé si moi-même j'étais autonome. Et il se trouve, après réflexion, que non. Si du jour au lendemain, en ouvrant mon robinet, l'eau ne coule plus, je ne saurais pas où aller en chercher. Et si les commerces ferment, comment je mange ? Je pensais naturellement être devenue autonome en devenant une adulte. Mais je réalise que non, ou pas dans ce sens-là en tout cas. Et que je suis, malgré moi, dépendante des industries, de l'État, beaucoup plus que je ne le croyais. Les savoir-faire des générations d'avant ne se sont pas transmises jusqu'à moi, jusqu'à ma génération. Nous avons perdu le savoir-faire de ce que nous avons réellement besoin, pour les laisser dans les mains de l'État. Mon but n'est pas ici de critiquer quoi que ce soit, car les avancées technologiques ont permis de faire beaucoup de progrès dans bien des domaines différents, mais je partage simplement cette pensée. Alors aujourd'hui, j'essaye de réapprendre certaines choses, de ne pas systématiquement mettre Waze pour me déplacer d'un point A à un point B,
d'avoir un potager pour la première fois qui m'offre quelques légumes, de me demander quelle plante pourrait aider à faire passer mon mal de tête plutôt que de prendre bêtement un Doliprane, et de m'intéresser à une éventuelle autoconstruction autonome qui sera peut-être un projet futur, d'être capable de se fabriquer son propre toit. Quoi qu'il en soit, ça me fait réfléchir à ce qu'est l'autonomie et ce que nous transmettons à ces enfants en soif d'apprendre. On vit malgré nous dans un monde rempli de mensonges et de non-dits. Mais plus j'avance, plus je veux regarder la vérité en face, du mieux que je peux. La vérité sur ce que je mange, comment, par qui et dans quelles conditions sont fabriqués mes vêtements, d'où viennent les matériaux qui servent à construire ce micro dans lequel je vous parle. C'est un podcast qui parle des enfants. Et je ne veux pas ignorer le fait que nous sommes une espèce qui laisse mourir des enfants pour le confort de certains. C'est un sujet délicat, dont nous parlons très peu, et pourtant, même si nous ne le voyons pas directement, nous le savons. En se posant la simple question « Que menace la vie d'un enfant aujourd'hui dans notre société ?», eh bien, ce n'est plus vraiment la nature extérieure, ni l'ours ni le loup, mais l'air qui est pollué par notre consommation, les voitures que nous fabriquons, la nourriture que nous transformons, et nous-mêmes, êtres humains, car nous sommes aujourd'hui notre plus grand prédateur. Je n'ai pas d'enfants aujourd'hui, mais il me paraît fondamental de se battre pour leur futur. N'avons-nous pas tous envie de leur laisser une belle planète en bonne santé et vivable, un monde meilleur, plus respectueux, avec moins d'inégalités et un vrai respect du vivant avec un grand V ? Et je me demande juste si une partie de la solution ne se trouve pas justement dans l'éducation, une éducation plus juste. Alors, je n'ai ni armes ni armée, mais je suis une optimiste, et je crois que plus nous échangerons sur tous ces sujets-là, plus nous aurons le pouvoir d'agir pour rendre l'histoire plus belle. Merci à Pauline et Mathieu pour leur temps qu'ils m'ont accordé et leur voix qu'ils nous ont partagée. En les écoutant et en passant un peu de temps dans leur cadre familial, j'ai ressenti beaucoup d'amour, de douceur, de respect et de savoir partagé. J'ai trouvé ça très beau. Et comme ça a l'air d'être un sacré boulot d'être parent et d'élever un enfant, je voulais aussi prendre le temps pour remercier mes parents, ma maman et mon papa, pour tout ce temps qu'ils m'ont accordé et pour l'enfance qu'ils m'ont offert. Et enfin, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ce deuxième podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est très intéressant de pouvoir en discuter et de savoir ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.